Le jeudi 12 mars 2020, alors que le nombre de cas de Covid-19 sur le territoire français est passé en une semaine de quelques dizaines à plus d'un millier, Emmanuel Macron prend la parole. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Nous ne le savions pas encore, mais pour les 12 800 000 élèves et 866 000 enseignants du pays, c'était le début d'une longue période d'enseignement à distance. Adaptée en fonction de la circulation du virus dans chaque zone, celle-ci aura été longue de 2 mois pour la plupart des élèves de maternelle, primaire et collège, tandis que la plupart des lycéens ne sont jamais rentrés en classe. Après des vacances d'été particulières, c'est une rentrée atypique qui verra le 1er septembre le retour en classe sur l'ensemble du temps scolaire de tous les élèves, de la petite section de maternelle à la terminale. Cette volonté du ministère de revenir aux capacités d'accueil maximales des établissements a nécessairement amené le protocole sanitaire à être modifié. Si le port du masque est encore renforcé, la distanciation physique, elle, ne pourra plus être systématiquement respectée. Cette rentrée s'inscrit dans un cadre sanitaire tendu alors que la hausse significative des tests positifs au coronavirus sur le territoire semble annoncer une seconde vague. Mais alors, la menace de la Covid-19 est-elle renforcée par la rentrée scolaire ? Donc aujourd'hui, tout le monde doit retenir cette idée très simple. Les adultes portent le masque et les enfants aussi, s'agissant des élèves, à partir de la classe de 6e. Du point de vue de l'épidémie, il pourrait paraître déraisonnable de rouvrir les écoles alors que le virus court toujours et semble même se propager de plus en plus vite ces dernières semaines. Il a d'ailleurs beaucoup été dit que fermer les établissements scolaires était la première chose à faire en cas d'épidémie. Mais ce constat est toutefois à nuancer et contrairement à ce qui avait été le cas pour d'autres épidémies, les enfants semblent être moins contagieux que les adultes. De plus, une fermeture des écoles présente des inconvénients, comme le fait qu'elle complexifie la tâche des personnels soignants qui doivent trouver un moyen de faire garder leurs enfants, ou bien que certains parents devant travailler se retrouvent contraints de confier leurs enfants aux grands-parents, qui sont plus à risque. Toutefois, d'un point de vue épidémiologique, ça reste vrai, l'école est un des points de passage les plus importants. Les occasions de brassage sont multiples pour les enfants, les professeurs, le personnel et les parents, que ce soit lors des sorties d'école, dans les cours de récréation ou dans les salles de classe. Faire respecter les mesures barrières à tous les élèves, surtout les plus jeunes, paraît de plus impossible. Et les enfants qui auraient contracté le virus, bien qu'ils soient plus souvent asymptomatiques et moins contagieux, peuvent ensuite le transmettre aux membres de leur entourage. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes tournés vers le mathématicien et spécialiste en modélisation des épidémies, Jean-Stéphane Dersin, qui nous a reçus dans son bureau au CNRS. La mesure de fermeture des écoles, c'est une mesure qui est déjà éprouvée pour d'autres épidémies, parce que souvent les enfants sont des gros vecteurs de l'épidémie, parce qu'ils ont un grand nombre de contacts, parce qu'ils ont une vie sociale importante, parce que l'école est un lieu de regroupement où beaucoup d'enfants côtoient beaucoup d'enfants. On ne peut pas vraiment dire que les enfants jouent un petit rôle dans la transmission de l'épidémie, même si ils sont moins malades et ils transmettent moins la maladie. Ils ont un très très grand nombre de contacts et ça participe à la diffusion de l'épidémie en population générale. L'objectif du gouvernement est donc d'éviter que cette rentrée scolaire soit synonyme de nouvelles recrudescences de l'épidémie. La présence de tous les élèves dans les établissements scolaires et l'augmentation récente du nombre de cas ont amené le ministère à faire évoluer les règles sanitaires par rapport à la reprise partielle de mai et juin. En maternelle et en primaire, le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes travaillant dans l'établissement, tant en extérieur qu'en intérieur, ce qui n'avait pas été le cas avant les grandes vacances. Tandis que pour les enfants, à défaut des autres mesures barrières, l'accent sera mis auprès de ces classes d'âge sur le lavage des mains régulier au cours de la journée, qui reste une des armes les plus efficaces contre le virus. Dans les collèges et les lycées, le masque devrait être porté par tous, élèves et enseignants. En revanche, la distanciation physique ne sera plus obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte aux capacités d'accueil. Et dans certains établissements, le dispositif cherchant à limiter le brassage des différentes classes va être perfectionné. Actuellement est mise en place une étude, donc les gens qui font ça sont des gens qui sont des spécialistes de la modélisation des déplacements de foule et ils vont regarder à partir d'un plan d'un établissement, d'un emploi du temps des élèves et des professeurs, la façon dont les gens vont se croiser à l'intérieur de l'établissement et ils vont donner un score à chaque emploi du temps et plus le score est élevé, plus les gens se croisent et donc plus le virus a tendance à se propager au sein de l'établissement. De plus, si un élève ou un professeur est positif à la Covid-19, de nombreux tests seront effectués auprès de toutes les personnes qui l'auraient pu contaminer. Quant aux locaux, ils seront désinfectés régulièrement. Les points les plus complexes de ce plan résident sur les repas en groupe à la cantine et les attroupements lors des récréations. Si rien ne les interdit au niveau national, le ministère attend que le maximum soit fait au niveau local pour les éviter. Enfin, le ministre a annoncé que le gouvernement se tenait prêt à des mesures hybrides mêlant enseignement à distance et en présentiel, voire un enseignement
totalement en ligne en cas d'importante reprise de l'épidémie ou de reconfinement local. Enfin, il sera possible d'ajouter des mesures au cas par cas. Ainsi, dans les zones rouges comme Paris ou les Bouches-du-Rhône, pour éviter le brassage des élèves, ils devront rester toute la journée dans une même classe. Ce sera aux professeurs de se déplacer. Alors pour avoir un élément de réponse quant au risque que fait courir cette rentrée sur l'épidémie, nous nous sommes penchés sur les conséquences qu'avait eu la reprise partielle de mai et juin sur la circulation du Covid-19 en France. Et à cette période, la reprise scolaire ne semblait pas avoir accéléré l'épidémie. En mai et en juin, la hausse des cas avait été plus lente qu'en mars et avril, et c'est plutôt la période des vacances d'été qui a vu une hausse importante du nombre de cas. Toutefois, il faut envisager que cela était peut-être aussi dû aux effets positifs à retardement du confinement. Un autre élément semble favorable, la répartition des clusters, c'est-à-dire des endroits où au moins 3 cas positifs à la Covid-19 ont été recensés en 7 jours. En effet, Santé publique France a établi qu'entre mai et juillet, le milieu scolaire avait représenté seulement 4% des clusters. Donc en mai-juin, on a fait une reprise très très partielle, puisque les élèves sont retournés très peu de temps dans l'école, et puis dans des conditions qui ne sont pas du tout les conditions actuelles. Globalement, ça a bien marché, et heureusement que ça a bien marché, parce qu'avec ces mesures qui sont fortes, on s'attendait à ne pas avoir d'effet sur la contamination. Ça a eu le cas, donc il n'y a pas eu de contamination en école, ou très peu. Là, on est dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire qu'on revient avec des effectifs complets, et pour pouvoir remener une vie normale, donc avec des classes complètes, retourner en récréation, il faut augmenter les gestes barrières. Donc on a un peu supprimé la distanciation physique, et donc on l'a remplacé par le port du masque. Et si le port du masque est bien respecté, la mesure va être efficace, et il est probable qu'on ait très peu de contamination au sein de l'école. Alors pour que les établissements scolaires ne deviennent pas des lieux de transmission massive de l'épidémie, l'exécutif, qui ne pourra plus systématiquement compter sur la distanciation physique, parie sur le masque. Les multiples études faites à ce sujet ont montré qu'en filtrant les microparticules qui peuvent véhiculer le virus, le masque réduit le risque de contamination lorsqu'il est utilisé correctement. Mais il est très difficile de dire précisément à quel point il le réduit, surtout s'il n'y a pas de distanciation sociale. Notamment parce que son efficacité dépend de très nombreux facteurs. Le type de masque utilisé, le temps d'exposition éventuelle au virus, la charge virale d'une personne infectée avec qui nous serions en contact, et beaucoup d'autres. Ainsi, les études réalisées en hôpital ont réussi à montrer que le port d'un masque chirurgical par un patient atteint de la Covid-19 divisait le risque de contamination par 3. Mais le cadre de l'hôpital, avec une précaution maximale pour minimiser les risques de contamination, n'est pas comparable avec celui de la vie de tous les jours. Ainsi, aucune étude n'a permis de quantifier clairement la réduction du risque de contamination dans des situations du quotidien ou grâce à l'usage d'un masque en tissu. Chou blanc donc, au Wiedersehen. Les scientifiques peuvent seulement déterminer la part des particules filtrées par les masques, ce qui sera notre seul élément de réponse. On sait en effet que les masques en tissu limitent de 70% les particules émises dans la taille et d'au moins 3 microns. Ainsi, la personne qui porte correctement un masque en tissu, au lieu d'émettre 100 postillons, n'en émettra que 30. Le masque peut aussi arrêter les particules venant de l'extérieur. Ainsi, si les deux personnes en interaction portent un masque et respectent les gestes barrières, l'efficacité de la filtration des particules sera supérieure à 90%. Mais cette étude-là se place dans une situation de respect des distanciations physique qui ne sera pas systématiquement garantie à la rentrée. Donc on n'a pas de vaccin, et ce qu'on peut voir, c'est le port du masque comme un vaccin temporaire, c'est-à-dire pendant le moment où vous avez le masque, vous transmettez moins, vous êtes moins infecté. Alors certes, son efficacité n'est pas à 100%, mais elle suffit à contenir l'épidémie. Toutefois, le masque a des failles. Il n'arrête pas les particules les plus fines qui demeurent après un éternuement, par exemple. Pour être efficace, il doit être utilisé correctement, c'est-à-dire qu'il doit être enlevé en utilisant uniquement les lanières et ne doit pas être touché le reste du temps. Cette rigueur nécessaire dans l'usage du masque est un des motifs qui justifie que les enfants n'aient pas à le porter. Mais alors pourquoi l'âge de 11 ans plutôt qu'un autre a-t-il été choisi pour le rendre obligatoire ? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Les études pédiatriques qui ont été faites à ce sujet dressent les constats suivants. Avant 2 ans, le port du masque peut entraîner des étouffements et est donc fortement déconseillé. De 2 ans à 6 ans, les enfants ne sont pas en mesure de bien comprendre les règles d'utilisation du masque et son usage pourrait donc être contre-productif. De 6 à 10 ans, en revanche, l'enfant développe une plus grande compréhension de ce qu'est un virus, mais a une tolérance à la contrainte qui reste variable. C'est ce qui explique les différences de réglementation entre les pays. Ainsi, le masque est obligatoire à partir de 6 ans en Espagne, par exemple. Les enfants étant peu transmetteurs du Covid-19, le gouvernement français a, lui, jugé qu'il pouvait raisonnablement épargner aux moins de 11 ans cette mesure, sans prendre de risque pour eux ou la collectivité. De plus, la limite à 11 ans permet d'avoir une cohérence dans le cadre scolaire, le masque étant obligatoire à partir du collège. Faut jamais minimiser le fait que c'est potentiellement une catastrophe éducative mondiale.
Malgré les risques clairement établis, nombreux sont les pays à avoir opté pour une rentrée en présentiel. Pour comprendre pourquoi, il faut bien cerner deux raisons. La première est que les gouvernements cherchent à libérer les parents de la garde de leurs enfants pour qu'ils puissent se remettre pleinement au travail, tandis que pour comprendre la seconde raison, il faut se pencher sur les lacunes de l'enseignement à distance par rapport à celui pratiqué en classe. Lors de l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, le ministre avait immédiatement précisé que le but était d'assurer une continuité pédagogique, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une période de vacances. Mais aux problèmes techniques initiaux, comme la saturation de certaines plateformes de cours en ligne, s'est ajouté le décrochage d'un nombre d'élèves de plus en plus grand au fur et à mesure du confinement, en raison d'un manque de matériel ou de motivation. Au sortir de cette période, les chiffres publiés par l'Éducation nationale ne rassurent pas vraiment sur l'efficacité de l'enseignement à distance. Seulement 41% des parents jugent que leur enfant a progressé, tandis que 37% des collégiens et lycéens confient que leur manque de motivation a fait qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment. Ainsi, c'est seulement la moitié des professeurs de collège qui se disent satisfaits de cette période d'enseignement. Pour ce qui est des élèves décrocheurs, c'est-à-dire n'ayant donné aucune nouvelle pendant le confinement, le ministère estime qu'ils représentent 5 à 8% du total, et d'autres sources montent même jusqu'à 15%. Mais si l'assiduité des élèves et la qualité de l'enseignement semblent avoir été réduites par le distanciel, elles semblent ne pas l'avoir été de la même manière pour tous. Ces cours en ligne ont sans aucun doute désavantagé les élèves qui présentaient déjà le plus de difficultés. Le ministère de l'Éducation nationale met en avant la fracture numérique comme l'une des principales causes de ce décrochage scolaire inégalement réparti. Environ 25% des élèves ont été confrontés de manière récurrente à des problèmes informatiques, parmi lesquels on recense les difficultés pour se connecter à Internet ou le manque de moyens pour acquérir suffisamment de matériel informatique pour tous les enfants de la famille. De plus, pour les plus petits, qui sont aussi les moins autonomes, les parents ont dû jouer un rôle primordial dans l'enseignement à la maison, ce qui fait que les élèves ayant des parents toujours contraints d'aller au travail ou qui étaient moins aptes à les aider scolairement ont été les plus défavorisés. Ces difficultés sont aussi inégalement réparties en fonction des établissements. Les chiffres du ministère indiquent que parmi les professeurs les plus satisfaits de l'enseignement à distance, 85% exercent dans le privé. C'est en revanche dans les établissements en zone d'éducation prioritaire que les chiffres sont les plus accablants. Selon certaines sources contredisant le ministère, le taux d'élèves décrocheurs y monte jusqu'à 30%. Ça fait beaucoup là, non? Parce qu'en effet, il se pourrait que les chiffres publiés par le ministère soient inexacts. J'aime bien des réponses précises ou ne me les donnez pas. Ils ont en tout cas suscité beaucoup de critiques car ils ont été réalisés sur du déclaratif. Beaucoup de professionnels de l'éducation, comme Stéphane Slama, enseignant à Lille, ont affirmé dans les médias que la réalité était bien plus inquiétante. Ces chiffres reposent sur du déclaratif. Les élèves mentent sur leur implication et les professeurs mentent sur l'assiduité de leurs élèves. Ainsi, ce professeur fait à titre personnel un bilan assez éloigné des chiffres officiels. 50% de ses élèves étaient impliqués au départ, mais seulement 5% travaillaient encore à la fin du confinement. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. De plus, au-delà du plan purement scolaire, cette fermeture des écoles a pesé sur le budget de certaines familles parmi les plus défavorisées, la cantine permettant habituellement d'avoir un repas complet et équilibré pour peu cher. Seul point positif de cette période d'enseignement à distance, la plupart des professeurs estiment qu'elle a renforcé l'autonomie et les compétences numériques de leurs élèves. Ainsi, cette période de cours à distance fait craindre au ministre Jean-Michel Blanquer une dégradation, voire une rupture du lien entre l'élève et l'école, illustrée par le fait qu'un certain nombre d'élèves décrocheurs ne sont pas revenus en cours lors de la reprise de mai et juin. Le ministère est donc bien conscient que l'enseignement dispensé aux élèves pendant le confinement n'a pas été aussi efficace que celui qui leur est donné habituellement. Ainsi, la circulaire du ministère pour la rentrée 2020 précise « Entre la rentrée et les vacances de la Toussaint, les apprentissages sont concentrés sur les connaissances réputées acquises dans le cadre d'une scolarité ordinaire et nécessaires pour commencer leur année dans de bonnes conditions. » De plus, le ministère a prévu de renforcer l'accompagnement personnalisé des élèves en difficulté dans les classes charnières de CP, de 6e et de seconde. Pour cela, il financera 1,5 million d'heures supplémentaires pour les professeurs et fera appel de septembre à décembre aux enseignants remplaçants et aux assistants d'éducation pour renforcer ce dispositif. Si cette rentrée paraît donc nécessaire sur le plan scolaire et éducatif, elle demeure risquée du point de vue épidémiologique. Maintenant que nous avons fait le point sur la situation en France, penchons-nous pour finir sur celle à l'étranger. En effet, le ministère de l'Éducation français est loin d'être le seul à avoir opté pour une rentrée en présentiel. Ce sera aussi le cas en Allemagne, avec des réglementations plus ou moins strictes en fonction des États, en Suisse, où le port du masque sera obligatoire seulement à partir de 15 ans, en Écosse, où ni le port du masque ni la distanciation physique n'est obligatoire pour les élèves, ou encore au Canada, avec un port du masque dès 10 ans. La Belgique semble, elle, se diriger vers une rentrée partagée entre cours à distance et en salle de classe. Enfin, aux États-Unis, les modalités de la rentrée diffèrent entre les États. Dans un certain nombre d'États républicains, comme l'Indiana, le Mississippi, la Géorgie ou le Tennessee, la rentrée s'est effectuée en présentiel. Waouh! D'autres territoires comme New York ont opté pour une rentrée hybride, tandis qu'à Los Angeles ou Miami, on a mis en place une rentrée virtuelle. Enfin, d'autres pays, suite à une présence persistante du virus, ont décidé de retarder leur rentrée. C'est le cas de la Turquie et des Philippines.